La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac. Et l'équipe est au complet ce soir. Bonsoir Guillaume et bonsoir Vincent. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous les cinéphiles qui nous rejoignent. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va, oui. Et puis la période cinéma d'été recommence d'arrache-pied. Là, on est ça y est. Il y a ma plus grosse attente de l'année, si je puis dire, qui sort demain. Ah, bon. Oui, parce que... F1 Non, la semaine prochaine. Parce que ça c'est bon. Ça moi, c'est 28 ans plus tard. Avec impatience aussi. Et oui, parce que 28 ans plus tard sort demain. Donc, évidemment, le sommaire de la semaine, c'est que on va commencer par les sorties de la semaine, qui est assez... Il y a pas mal de sorties quand même, c'est assez chargé. Ensuite, on va revenir sur nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors, moi, j'aurais 3 sorties du coup. Dragon, Life of Chuck... et Predator Killer of Killers, qui est une sortie directe sur plateforme d'un film d'animation. Ah, tu l'as compté comme sortie ? Oui, c'est intéressant, pourquoi pas. Film à sketch. Non, c'est différent, Mais on en parlera plus tard, et puis évidemment, nous aurons des conseils télé Je crois que même Vincent a un conseil cinéma. Oui, j'ai un conseil cinéma, moi. Ah, tu as un conseil cinéma ? Freud. C'est moi qui ferai un conseil télé. Tout à fait, Freud. Mais moi, je ferai aussi... Enfin, je peux le faire rapidement, pour le conseil télé. Oui, ou Freud, tu pourras nous en parler, mais hélas, le film ne sera plus disponible en salle à partir de demain. Non, je peux comprendre pourquoi. Voilà. En même temps, j'expliquerai peut-être pourquoi. Ce sera un avis pour la postérité. Voilà, posthume. Et puis, nous finirons l'émission avec un focus consacré au réalisateur Danny Boyle, puisque 28 ans plus tard sort demain un réalisateur que nous apprécions particulièrement et que nous avons... Pas mal vu de ses films. Je trouve qu'on redécouvre en fait petit à petit qu'on a tendance un peu à l'oublier. 28 ans plus tard étant une suite de 28 jours plus tard. Et 28 semaines même. 28 semaines. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu 28 mois. C'est pas grave. Oui. Pas grave. Mais voilà, écoutez, sans plus tarder. On démarre. Mon cher Guillaume, c'est quoi la plus grosse sortie de la semaine ? C'est 28 ans plus tard, justement, qu'on aura attendu presque 20 ans. Donc, il sera disponible dans tous vos grands cinémas, aux Toiles du Lac au Pâté, de Danny Boyle, avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Donc, cela fait presque près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique alors qu'un confinement très strict a été mis en place. Certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route placée sous haute protection. Lorsque l'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. On peut écouter un extrait. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. Mais je n'avais pas vu cette bande-annonce, mais parce qu'elle a l'air d'en dire trop, parce qu'on a, je crois, la bande-annonce de l'année avec ce film. La première, je trouve qu'elle était d'une efficacité extraordinaire. Je ne sais pas si celle-là, elle est aussi bien, mais... il réutilise évidemment le même poème de Rudyard Kipling, Boots. Oui. Qui est utilisé par les soldats américains pour se motiver, c'est ça ? Alors en fait, c'est cet enregistrement, parce que du coup, dans les années 20 ou 40, il y a un homme qui a récité ce poème, et il y a un enregistrement qui est un peu altéré avec le temps et tout ça, et il prend vraiment une voix de plus en plus paniquée, horrifique, et du coup, cet enregistrement-là est utilisé par les marines comme résistance sonore. Ils t'enferment dans une pièce et ils mettent ça en boucle. Pour motiver les rescapés. On espère vraiment les survivants. Ou faire le tri de ceux qui peuvent pas. On n'a pas trop d'infos pour l'instant sur celui-là. Moi, j'affectionne pas particulièrement ce genre de film, mais j'avoue que 28 jours plus tard m'avait scotché. Honnêtement, c'est les meilleurs films de zombies modernes, que ce soit 28 jours et 28 ans.
28 jours et 28 semaines. En fait, on peut dire que depuis Romero, on n'avait pas eu atteint un palier dans le film de zombies. Il y a eu Snyder qui a fait un petit revival, mais non. Parce qu'à mon sens, moi, c'est l'Armée des morts. Oui, mais c'est un palier, je veux dire, qui a marqué, quoi. Ah, pour proposer quelque chose de différent. Non. Oui, parce qu'il a relancé vraiment le zombie au cinéma. Et à mon sens, il était pas trop caricatural, justement. C'est ça qui m'a peut-être plu aussi. On en parlera dans le film. Tout à fait. Tout à fait. Et mon cher Vincent, la deuxième sortie. Elio, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Madeleine Charafian, Domichi, Adrian Molina, avec les voix de Jonas Kibreed, Zoé Sadalna et Jamila Jamil. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers les étoiles en quête des réponses. Et cette fois, l'univers a répondu. Elio, un garçon de 11 ans, rêveur et passionné d'espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu'il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse, une organisation intergalactique rassemblant des représentants, aussi étranges que fascinants, de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l'ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d'une mission aussi périlleuse qu'extraordinaire. On écoute un extrait. Elio, tu sèches les cours? Tu nous fais quoi là? Tu testes les limites? Tu as des troubles du sommeil ou tu... Lequel te ressemble le plus? Moi je sais pas, mais toi tu ressembles à lui. Mon fils, es-tu prêt à devenir la plus grande machine de guerre de tout l'univers? Je suis pas sûr. Oh. Bon voilà, c'est le nouveau Pixar. Ça a l'air sympa. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air assez enjoué. Ça a l'air sympa, mais par contre, ça a l'air de pas du tout intéresser les gens. Ah bon, d'accord. Vraiment. Je ne me prononcerai pas parce que ça a l'air insipide au possible. Ah bon? Désolé. Ouais. Alors en fait, le problème c'est que ça fait un peu penser à l'univers de Stitch. Dans le côté galactique. D'accord. Donc on a l'air d'avoir déjà vu ça, mais le scénario me dit quelque chose. Vraiment. Bon après. J'espère qu'on peut attendre de Pixar comme d'habitude d'avoir ce petit truc en plus, mais pour l'instant, on s'attend au pire démarrage d'un Pixar tellement personne n'est intéressé, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'irai le voir parce que je reste quand même assez... Avec tes yeux d'enfant. C'est pour le tes yeux boulot. d'enfant. Non, c'est pour le boulot plutôt. Allez, à vous. Non, j'avoue que les Pixar, j'aime beaucoup. Ouais. Et l'autre sortie, c'est Avignon, comédie romantique disponible au Toiles du Lac et au Pâté, réalisée par Johan Dionnet avec Baptiste Le Caplin, Alison Wheeler et Lys Salem. C'est un comédien en perte de vitesse, Stéphane, qui démarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d'un quiproquo pour se rapprocher d'elle, Stéphane s'enfonce dans un mensonge qui va devoir faire durer le temps du festival, mais qui va très vite le dépasser. On écoute un extrait. Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, bienvenue chez les Ch'tis aussi, c'est un classique et pourtant tu l'as pas vu, donc ça va, ferme ton cul. Ah, je le sens bien, moi, cet Avignon. Excusez-moi, je viens de voir le Cid, le spectacle était incroyable. Corneille. Oui, bah d'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Tant mieux, super. Ah, j'ai au désespoir. Hey, ça va et toi? En tout cas, je suis d'accord avec toi, faut vraiment serrer l'acte 3. De quoi, pardon? Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez, à plus. Ouais, voilà. C'est zéro, ça. Ouais, bah, quand même, pour la petite histoire. Donc, c'était tiré d'un court-métrage qu'ils ont adapté en long-métrage. Décidément. Le court-métrage avait eu le prix du festival de Dax. Et cette année, il a été représenté à nouveau avec le nom long-métrage et il a eu le prix aussi. En festival d'Aix-les-Bains. Ouais. D'accord. Voilà. Et non, moi je connais quelqu'un qui l'a vu et qui m'en a dit du bien et qui m'a dit c'est il y avait déjà Baptiste Le Caplin dans le cours ou pas? Ah oui, ils ont repris exactement les mêmes. Après, ça peut être une comédie romantique amusante. Non, il paraît que c'est très bien. Entre deux comédiens, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de comédie romantique, de personnages de comédiens. Tout à fait, ouais. On a le côté Notting Hill où c'est un lambda et une comédienne, mais on n'a pas le non, côté ça a l'air bien joué et très au niveau rythme, c'est pas mal, c'est sympa, c'est une bonne comédie, quoi, voilà. Voilà. Mais par contre, je trouve que c'est assez convaincant d'avoir Baptiste Le Caplin dans un comédien en perte de vitesse. Je trouve. C'est la deuxième fois qu'il fait une comédie romantique, c'est Bel Enfant aussi. Oui, ça a beaucoup marché. L'autre sortie de la semaine. Sur la route de papa, oui, donc sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté de Nabil Etakawali et Olivier Dacour avec, évidemment, Redouane Bougueraba. Ils sont un film par mois maintenant. Ah oui, Caroline Anglade et Farida Ouchani. Quand c'est pas lui, c'est ses frères. Oui. Allez. Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du bled avec sa mère.
À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancœurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent. On écoute un extrait, malheureusement. Moi, c'est ça que j'aime bien. On va voyager ensemble, comme quand on était petits. On y va, c'est bon, c'est bon. On vient d'arriver. Arrête. Je ramène cette voiture au village et je file à Los Angeles. Ça va à Los Angeles. En Amérique, toi. Nima, elle monte avec les Belges. Voilà. Oui, c'est un film de Redouane Bougueraba, comme d'hab, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est toujours le... Mais il y a un public, hein, sûrement. Non, mais le road trip a l'air... déjà que tout le public qui va se retrouver là-dedans et qui participe de ce genre d'odyssée, enfin de... Il doit faire 1 million par film, je pense, donc ça doit marcher à chaque fois. J'ai l'impression que ça a l'air quand même moins comique, plus dramatique, enfin mélancolique. Plus émouvant, voilà. Ouais, plus ouais. émouvant. Vu la bande-annonce, ça a l'air d'être un road trip vraiment sur la nostalgie. Une forme de nostalgie, voilà, tout à fait. Moi, je suis un peu saoulé. C'est comédie comme ça. Alors, on va aller tout de suite au suivant. C'est pas comique. The Return, le retour d'Ulysse. Bah oui, parce que ça aurait été trop bête de l'appeler le retour. C'est vrai, c'est con. De Uberto Pasolini avec Ralph Fiennes. Alors moi je dis Fiennes, je sais pas, Fiennes. Toi tu dis Fiennes, je sais pas comment on dit. Juliette Binoche et Charlie Plummer. Après 20 ans d'absence, Ulysse échoue sur les côtes d'Ithaque, hagard et méconnaissable. Le roi est enfin rentré chez lui, mais beaucoup de choses ont changé dans son royaume depuis son départ pour la guerre de Troie. Sa femme bien-aimée Pénélope est désormais prisonnière de sa propre maison, harcelée par ses nombreux et ambitieux prétendants pour choisir un nouveau mari, un nouveau roi. Leur fils Télémaque, qui a grandi sans père, risque la mort aux mains des prétendants qui le considèrent comme un obstacle dans leur quête du royaume. Pourquoi pas ? Alors moi j'ai envie... Mais alors, vu où ils l'ont calé, parce qu'on en a parlé il y a combien de temps de ce film, j'avais l'impression il y a des mois. Mais je crois qu'aux États-Unis, il est sorti en novembre. Donc, à mon avis, ils l'ont calé cette semaine en se disant, bon, il y a un autre film avec Ralph Fiennes, peut-être que ça va marcher. Ça a l'air, à mon avis, d'être foireux. Mais ça me donne envie, par contre. De toute façon, c'est une histoire éternelle et indémodable, cette histoire d'Ulysse. Tout à fait. On la connaît par cœur, mais la manière de la raconter. On aime bien revoir ce genre de choses. L'année prochaine, on aura l'Odyssée de Christopher Nolan. Donc là, oui. D'accord. C'est vrai qu'il y a le souci, c'est que c'est vraiment la partie de l'Odyssée qui est la moins palpitante. C'est le retour. C'est la plus dépressive en plus, le retour. Oui et non, parce que c'est vraiment l'aboutissement de l'Odyssée. Oui. Mais c'est vrai que de prendre que cet aspect-là des choses, je suis assez d'accord. Le retour est amer en plus, parce qu'elle reconnaît plus son mari, tout ça. Attention, spoiler, désolé. Mais... Non mais ça, bon, il est barbu. Il est barbu. Non mais voilà. Non, mais heureusement au début, en fait, il joue là-dessus. Il joue sur le fait qu'il doit pas être reconnu, justement, pour que ça soit une révélation. C'est un peu Edmond Dantès qui revient. C'est vrai. Oui. Mais moi, là où j'ai le plus d'intérêt, c'est de revoir le duo Ralph Fiennes, Juliette Binoche après Le Patient anglais et voir comment ce duo passe les donc années. Du coup, Ulysse est interprété par Ralph Fiennes. Yes, tout à fait. C'est assez étonnant quand même. Moi, je le vois pas trop dans ce rôle-là. Ouais, il a les capacités. Il a l'âge, je pense. Par contre, il s'est musclé. Hein. Ah ouais, il était tanké. Alors la question, c'est est-ce qu'il s'est musclé pour The Return ou pour 28 ans plus tard? Mais sur les deux, il est musclé. Je pense que ça a arrangé tout le monde. Ouais. D'accord. Parce qu'il n'est pas tout jeune. Hein. Il a 60 et quelques. Ah ouais, d'accord. Super. Et d'ailleurs, il a annoncé pour Fast and Furious 11, il risque de remplacer Vin Diesel. Non. Pourquoi pas, mais moi je serais à fond. Bref. La prochaine sortie, c'est le nouveau film de Laurent Cantet et Robin Campillo, Enzo, sorti au Victoria à l'Astrée avec Elio Pou, Pier Francesco Favino, que j'adore, le meilleur acteur italien du moment, et Élodie Bouchez. L'histoire de Enzo, 16 ans, qui est apprenti maçon à La Ciotat, pressé par son père qui le voyait faire des études supérieures. Le jeune homme cherche à échapper au cadre confortable mais étouffant de la villa familiale. C'est sur les chantiers, au contact de Vlad, un collègue ukrainien, qu'Enzo va entrevoir un nouvel horizon. On écoute un extrait. Alors, il paraît que c'est une maison de milliardaire, une grande piscine et tout. J'aimerais bien revoir ta maison. C'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Et toi, tu as une petite copine? Bah ouais. Vous êtes très beaux tous les deux. Je vais t'aider. Voilà.
Voilà. Ça a l'air très intéressant. Ça semble déraper entre les maçons, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être amusant et surtout ça peut être très très beau parce que Romain Campillo, souvenez-vous, c'était celui qui avait fait le film 120 battements par minute. C'est entre hommes qui font des murs. Voilà. C'est un très bon film. 120 battements par minute, un excellent film sur le sida, vraiment que je vous conseille. L'autre sortie, Guillaume. Loveable de Lilja Inglodsfotgdir, quelque chose comme ça, avec Aude Gertun, Marthe Magnus Dorter Solem et Helga Goren. Maria et Sigmund se croisent de fait en fait avant de se rendre à l'évidence. Ils sont faits l'un pour l'autre. Une passion fusionnelle et quelques années plus tard, Maria jongle désormais entre une vie domestique avec 4 enfants et une carrière exigeante. Sigmund, lui, voyage de plus en plus pour son travail, mais un soir, il annonce qu'il veut divorcer. Pas d'extrait, puisque je présume que c'est en allemand, norvégien, je sais pas, finlandais, quelque chose comme ça. Voilà. C'est quand Maria rencontre Sigmund. Exactement, c'est ça. Et l'autre sortie, Vincent. Peacock, disponible au Victoria, de Bernard Wenger, avec Albrecht Schur, Julia Franz Richter et Branko Samarovski. Ça, c'est allemand. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'accent à un moment donné. Alors, besoin d'un petit ami cultivé pour impressionner votre entourage, d'un fils parfait pour forcer l'admiration de vos clients, d'un répétiteur pour vous préparer à une dispute conjugale. Louez Mathias, un maître dans sa profession, excellent chaque jour à se faire passer pour une personne différente. Mais quand Mathias doit être lui-même, le véritable défi commence. Ça a l'air sympa. Intéressant. J'aime bien le thème, je trouve ça rigolo. Et puis du côté de nos amis de chez Cinéphilex, un seul film cette semaine, c'est Le Village aux portes du paradis, toujours disponible au Victoria, sérisé par Mo Ahaoué avec Kanab Ahmed Ibrahim, Ahmed Kali Farax et Sigal Makshamud Saliban. L'histoire se passe dans un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamargad, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils Sigal une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur Arewilo revient vivre avec eux. Malgré les vents changeants d'un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles, l'amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée. Un beau petit synopsis pour un film très récent. Il est sorti le 9 avril 2025. Oui, c'est un film récent. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. Une semaine bien chargée. Et puis, donc, en premier extrait musical de ce soir, puisque, voilà, nous allons faire un focus consacré à Danny Boyle. Et Danny Boyle sort 28 ans plus tard, dès demain. On va s'écouter J.O., tiré du film Slumdog Millionnaire et interprété par A.R. Rahman et les Pussycat Dolls. On revient tout de suite après pour donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. En positif sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Et Guillaume et Vincent, vous êtes toujours là, toujours présents, toujours debout. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on est tous les trois. Hein. Oui, mais pas mal. Hein. C'est pas un long moment là. Mais je suis content de vous voir. Donc c'est pour ça que moi aussi. Je devais être en tournage, ça avait été annulé. Ah, Titanic 2 non. Un certain Giannoli avec Jean Dujardin. Ah oui, on m'a pas pris. Oh. Ça sera pour une prochaine fois. Espérons. Ça se peut, le film est mauvais. Mais j'irai pas le voir en tout cas ça. Il faut espérer. Bon, on va donc, après avoir évoqué les sorties de la semaine, on va parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films, mon cher Guillaume, toujours disponibles en salle, que nous vous avons préalablement conseillés? Eh bien, la Mission Impossible Final Reckoning, qui fait son bonhomme de chemin, mais qui va peut-être pas être rentable. Il va pas du tout être rentable, en fait. Il a coûté 400 millions et il vient de dépasser la barre des 500 millions. C'est déjà plus que le précédent. C'est plus que le précédent, mais en fait, c'était Mission Impossible. Ça s'estompe trop vite, ouais. Et le film Lilo et Stitch, qui lui, par contre, je pense, cartonne. Va dépasser le milliard sans doute dans la semaine. Le film The milliard. Le milliard, ouais. Le film The Phoenician Shim, qui
fait de la résistance pour l'instant. Oui, bah après on regarde Wes Anderson, en fait, ils sont tout le temps au même niveau de succès. En fait, je pense que là, il y a une fanbase qui bouge pas, en fait. Comme Quentin Dupieux, par exemple. Oui, mais sauf que là, c'est à l'international. Oui, c'est vrai. Et le blockbuster Ballerina, qui est toujours à l'affiche. Et je sais pas si ça marche. Il marchote, mais pas trop. Il va sans doute dépasser la barre des 100 millions dans la semaine. Mais voilà, c'est pas un succès à la hauteur des 3 et 4 de John Wick, mais plutôt un succès vers le 2. C'est déjà pas mal pour un spin-off, mais bon. On avait toujours un avis réservé concernant Destination Finale Bloodline et le film Partir un jour. Et on ne vous déconseille aucun film pour le moment. Pour le moment. Est-ce que ça va être le cas cette semaine? J'ai envie de vous dire non, pas vraiment. Je pense pas non plus. Enfin, voilà. J'espère. Parce que du coup, je vais commencer par la grosse sortie de la semaine dernière, c'était Dragon. Alors, Dragon, c'est le remake live action du dessin animé. Allez hop, merci, au revoir. Et je vais vous dire une chose, c'était bien, mais je n'ai vraiment pas compris l'intérêt de l'existence de ce film. Moi, c'est même le principe entier que je comprends pas. Je comprends simplement que c'est un intérêt commercial avant tout, évidemment. Il est facile, regarde. Lilo et Stitch. Remake live action, 1 milliard. Oui, mais alors, par contre, ce que je veux dire, c'est que autant je peux défendre Lilo et Stitch parce que il y a des modifications, il y a des changements. Là, le problème de problème de ce remake live action Dragon, c'est que c'est le dessin animé. D'accord. Plan par plan. Ouais, mais regarde, le Roi Lion, c'était pareil. À part, il devait avoir un truc de différent. Mais c'est pour ça que c'est du même acabit que le Roi Lion. Pareil, le livre de la jungle, j'avais vu, mais je n'étais pas emballé. En plus, je trouvais pas mal. Mais par contre, le livre de la jungle, ils avaient rajouté. C'est tellement mon film fétiche de base d'animation que j'ai eu du mal quand même. Je suis d'accord, mais je préfère le dessin animé. Mais au moins, le film avait l'audace de partir sur une intrigue avec le feu, tout ça. C'était en plus. Celui-là, Mais le pire, je crois que c'est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'était catastrophe. La Belle et la Bête, c'est pareil, ils avaient rajouté le fait que l'histoire de sa mère qui était sans doute morte de la peste à Paris ou je ne sais plus quoi. Et là, par contre, oui, Dragon, il y a peut-être un petit ajout par-ci par-là dans les dialogues, mais sinon vous retrouvez les dialogues du dessin animé au mot près. Et du coup, les mêmes blagues. Et du coup, en fait, c'est forcément bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film d'animation, voilà. Et puis c'est forcément bien parce que c'est comme le film d'animation. Et en fait, je comprends vraiment la démarche du réalisateur, c'est qu'il s'est dit, ils vont faire un remake live action, autant que ce soit moi qui suis déjà réalisateur du dessin animé, comme ça je vais le refaire, et au moins personne ne va altérer la qualité de mon dessin animé. Enfin voilà, je le sens comme ça. Donc, bon. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient voir le film d'animation, toujours du même réalisateur, c'est Jean Deblois, donc. Dean Deblois. Pardon. C'est sur Gulli à 21h05 ce soir. C'est Dragon 2. Celui de 2014. Je trouve que c'est le meilleur des trois, même en plus. Mais voilà, donc Dragon. Après, sur le côté spectacle, les séquences de vol, on est bien au fond de son siège, ça n'y a pas de doute. Et ça fait plaisir de revoir Gérard Butler tenter de jouer. C'est déjà, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais il est même par moments très émouvant. C'était pas un mauvais acteur de base. Mais là il envoie le pâté en termes de jeu. J'étais là. Juste qu'il s'est enfermé dans une case depuis. C'est un peu encrouté. 15 ans, là, ça fait 15 ans qu'il fait le même rôle, mais bon, écoute. Mais là, voilà, au moins, ça change un peu. En parlant de Dragon, donc c'est le terme qu'on avait abordé la semaine dernière. Il y avait un film qu'on a un peu zappé, c'est Chasseurs de Dragons, qui était sorti en 2008. C'est un film français d'animation, excellentissime. Adapté de la petite série animée qui était bien, Ouais, peut-être. Alors, c'était Guillaume Hivernel et Arthur Quack qui avaient fait la réalisation. Et il y avait aux voix, il y avait Patrick Timsit et Vincent Lindon. Voilà. Vincent Lindon qui fait le doublage. Et il y avait une très très belle ambiance, une très belle réalisation, en parenthèse. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé, parce que c'est un de mes films assez préférés de Dragon au cinéma. Voilà. Ouais. Eh ben, un très bon conseil. Et puis, alors, par contre, l'autre sortie de la semaine dernière, et alors là, par contre, messieurs, je suis conquis, c'est Life of Chuck. Donc, réalisé par Mike Flanagan avec Tom Hiddleston, Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, non, je t'ai plus, ils sont un paquet. C'est adapté d'une nouvelle de Stephen King, et ce film est un pur bijou. Je savais pas grand chose du film avant d'aller le voir, et j'ai eu la surprise dès les premiers instants de ne vraiment rien comprendre de ce qui se passait, puisqu'on est vraiment dans une ambiance très particulière au début du film, que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas, bien sûr que non. Pour vraiment pas vous délivrer les choses, mais
c'est un film qui est extrêmement important. C'est un film qui vous donne envie de vivre, même si la vie est courte. C'est un peu le message du film. Et Tom Hiddleston est extraordinaire. Le film est en 3 actes. La particularité, c'est que les actes sont à l'envers. Voilà. Mais vraiment, je comprends pourquoi Mike Flanagan, quand il a lu cette nouvelle de Stephen King pendant le Covid, a tout de suite eu envie de l'adapter au cinéma, parce que c'est vraiment un magnifique histoire, et franchement, ça va... Et ça se rapprocherait de quelle autre adaptation de Stephen King, selon toi? On est plus sur ces adaptations dramatiques, mélancoliques, même philosophiques. Et j'ai envie de dire, on m'aurait pas dit que c'était adapté de Stephen King. Il y a certains aspects que j'aurais dit oui. Genre, il y a 2-3 éléments qui sont pas du fantastique, mais qui pourraient s'y apprêter. Où on voit un peu la patte Stephen King, mais sinon, le corps du film, même de l'histoire, c'est vraiment très différent de Stephen King. Et je serais pas surpris que cette histoire lui ait pas arrivé, peut-être en apprenant qu'il était malade, ou qu'il risquait d'être malade, ou d'attraper le Covid. Enfin voilà, on sent vraiment que c'est l'histoire de quelqu'un qui sent son heure arriver. D'accord. Et qui essaye de philosopher sur la vie et ses beaux moments et tout ça. Il y a une séquence de danse extraordinaire. Enfin voilà, franchement, c'est pas un film d'horreur, quoi. C'est pas un film terrifiant. À aucun moment. Et vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Foncez. C'est la première fois que je mets une note parfaite pour un film cette année. J'en suis resté. Voilà. Bouche bée, et je pense que c'est vraiment le genre de film où vous n'êtes plus le même après l'avoir vu. D'accord. Je suis sincère. Peut-être que j'en mets des caisses, mais je suis vraiment sincère. À suivre alors. C'est un très très grand film, et ça confirme que Mike Flanagan, décidément, est un réalisateur à suivre. Il va peut-être revoir Dr. Sleep. Alors, il va peut-être revoir Dr. Sleep Director's Cut, en effet, parce qu'il n'avait pas vu la Director's Cut. Il serait peut-être temps. Mais j'avais bien aimé Dr. Sleep, ceci dit. Mais j'avais préféré Shining. La Director's Cut va peut-être me changer les idées. Et d'ailleurs, il y a plein d'acteurs de Dr. Sleep qui sont dans le film, donc... Ah bon? Oui. Comme Carl Lumbly, tu sais, celui qui joue le vieux. Ah oui, d'accord. Voilà. Enfin, j'ai dit oui, mais je ne vois pas. D'accord. C'est pas grave. Pas grave. Et puis, juste un petit conseil en passant par là, parce que c'est sur Disney+, et c'est sorti il y a une dizaine de jours. C'est Predator, Killer of Killers, qui est un film d'animation réalisé par Dan Trachtenberg, qui est du coup ce nouveau réalisateur à qui l'on doit 10 Cloverfield Lane, et qui avait signé sans doute la meilleure suite de Predator, c'est-à-dire Prey, qui était donc ce film où le Predator était confronté aux Indiens d'Amérique, qui était un film très 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 efficace, très bien fichu. Et là, du coup, alors que son nouveau film sort en fin d'année, Predator Badlands, qui cette fois-ci vous mettra le Predator en personnage principal, il a fait un film d'animation où on a le Predator qui est confronté à 3 types de guerriers, on va dire. Une guerrière viking, un guerrier samouraï et un pilote d'avion américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors qu'on pourrait croire que c'est un film à sketch, en fait, tout est lié, et il y a vraiment une histoire qui se raconte sur tous ces éléments-là. Et c'est vraiment très 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 jouissif, parce que c'est quasiment une série d'affrontements sans fin pendant 1h20. Et ça montre qu'il y a encore moyen de faire des beaux plans et des idées, une mise en scène autour du Predator qui fonctionne encore. Mais en fait, j'ai l'impression que beau plan, beau combat, mais après, qu'est-ce qu'on va raconter de plus? Alors, franchement, le film d'animation est très très bon, mais ça sonne comme un apéritif, vraiment quelque chose de... Quand il aura... Sur la plateforme, quand il aura cassé la gueule à tous les combattants en fil de l'histoire, je veux dire, à qui va... mais qui te dit que c'est le Predator qui gagne à chaque fois? Ah bah, j'espère. Ça serait bien que ça change. Je vais te dire que ça change. Ça change pas mal. Et alors, évidemment, âme sensible s'abstenir. Le film est... Oh non, ça doit être le même qui a affronté Schwarzenegger et qui avait battu les autres avant. Je suis sûr que c'est une connerie comme ça. Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. C'est un Predator différent à chaque fois. Bon, parce qu'à une époque différente. Moi, ça ne me passionne plus. Mais en tout cas, si vous avez aimé Predator 1 moi aussi, ça me laisse un peu de marbre, hein, j'avoue. Hein. Mais si vous avez aimé Predator 1 et prêt, restez jusqu'à la fin du générique. Je regarderai peut-être. Une petite surprise. Okay. Voilà. Et alors, est-il besoin de donner un avis posthume? Parce que là, du coup, le film est sorti déjà des écrans et pour cause. Non, c'est vraiment pas passionnant. Rappelle-nous que c'est avec qui déjà? Alors, Anthony Hopkins et puis Matthew Good, je crois. Matthew Good, alors qu'il doit jouer le rôle de C.S. Carroll, qui est confronté Lewis. Donc à Attention, Lewis, pardon. Oui. C.S. Non, mais c'est parce que c'est C.S. C'est pour ça que ça va. C.S. Lewis et qui donc en fait c'est un peu en fait une confrontation. La dernière confession ou dernière échange qu'aurait pu avoir Freud avec ce personnage et sur fond de débat théologique puisque Freud est, comme on le sait, un peu athée plutôt et donc mais enfin bon, il y a quelques... C.S. Lewis était très catho. Voilà, il était très catho et très croyant, donc voilà. Donc ça aurait pu être intéressant, à vrai dire. Et c'est tiré d'une pièce de théâtre, comme on disait, et je pense que c'est plus efficace et plus intéressant, à mon avis, en tant que pièce de théâtre. Et ça parle peut-être davantage à un public anglais, parce que ça se passe à Londres au moment de la Seconde Guerre, au début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939. D'ailleurs, je ne savais pas que Freud y avait été expatrié. Parce qu'il vient d'Allemagne évidemment, et puis il avait été obligé de. Et il y a aussi donc la fille de Sigmund Freud qui se retrouve là au milieu, qui est un petit peu happée et un petit peu monopolisée par Freud, mais qui en a conscience, mais qui veut pas se l'avouer. Et ça va aussi le débat va porter aussi là-dessus quelque part, mais c'est plus une annexe du débat commun qu'ont ces deux personnages. Donc c'est très plat en fait. C'est pas passionnant des masses. Et non mais on était deux dans la salle. Qui a dormi en premier? On a fait en sorte de se maintenir éveillés quand même l'un et l'autre, mais on avait bien envie de dormir, ouais. Non, c'était beaucoup plus. Vers la fin, il y a un petit sursaut de quelque chose qui s'apparente à quelque chose d'intéressant ou de passionnant entre les deux personnages, qui sont quand même des grands personnages, mais de l'histoire est réelle. Mais non, ça décolle pas. Donc Anthony Hopkins évidemment joue bien, mais c'est pas passionnant du tout. Bon, alors très rapidement, est-ce que vous avez des bons conseils télé? Je crois que tu as Danse avec les loups. Oui, il y avait Danse avec les loups quand même. Très rapidement. Dimanche à Sister à 21h. Film quand même qui avait récolté pas moins de 7 Oscars, 3 Golden Globes, l'Ours d'argent pour une réalisation exceptionnelle au Festival international de Berlin. Donc une musique de John Là, j'ai pas. Le même qui a fait Out of Africa, qui a fait. Purée. Ça m'échappe. Oui. Alors, James Bond, John Barry. John Barry. Ah oui, exact. Voilà. Non, c'est pas John Barry. Ah bah John Barry, c'est Out of Africa. John Barry et Peter Andrew Buffett. Oui, c'est ça. Oui, c'est pardon. Ouais. Et en plus, c'est la version de 4 heures qui passe. Non, ce film est magnifique. Ce film est extraordinaire et on va pas passer les 4 heures là pour le coup. Non, alors que d'ailleurs pour Freud qui dure pas longtemps, là 1h30, c'était vraiment très long en fait. Voilà. Un petit conseil très rapide parce qu'en fait il y a rien cette semaine à part Danser avec les loups. Angers Démon qui passe jeudi à 21h05, peut-être mon épisode préféré de la saga Robert Langdon, c'est celui qui se passe à Rome pendant le conclave. Ah oui, avec les Illuminati sur fond de bombes nucléaires, tout ça. Enfin vraiment c'est palpitant, il y a des beaux décors, ça joue bien, Evan McGregor, Tom Hanks et le tutti quanti, et je crois qu'il y a même Pier Francesco Favino dedans, si tout à fait, en Carabinieri. Oui, Carabinieri, exact. Et donc je vous le conseille fortement. Oui, et puis il y a Ewan McGregor qui est formidable. Sur Arte dimanche, il y avait aussi Jackie Brown de Quentin Tarantino. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Des cinémas, il y a quand même de bons films à voir. Si, quand même. Et puis du coup, on va faire une deuxième pause musicale et on va s'écouter The Sun Always Shines on TV, puisque c'était la musique de la bande-annonce de Slumdog Millionnaire, décidément, et qui était tout à fait à propos et qui était une magnifique bande-annonce. On revient tout de suite après pour parler de Danny Boyle, réalisateur de 28 jours plus tard, Slumdog Millionnaire, Sunshine et tant d'autres. Inspirez. Expirez.
Vous écoutez Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et on est de retour dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui. Je suis toujours là, mais peut-être parfois absent. Je suis désolé, mais ça peut m'arriver là ce soir. On va te rebrancher. Un petit coup de barre là. On va te rebrancher avec le sujet de ce soir et le focus de ce soir consacré au réalisateur Danny Boyle, réalisateur anglais que nous apprécions, qui est à son 14e film. Qui s'était fait rare en fait depuis 2019. Oui. Alors, est-ce que parce que Covid? J'ai l'impression que parce qu'il préparait vraiment ce qui arrive là maintenant. Il a pris beaucoup de temps. Alors, à mon avis, il préparait, et en plus, vu qu'il est associé, alors il est toujours les mêmes, c'est Kevin MacDonald, je crois, son producteur, et Alex Garland, qui entre-temps, en plus, s'est lancé dans la réalisation. Donc, ça devait pas être simple non plus. Oui, il a dû attendre un petit peu, je pense. En effet. Mais Danny Boyle, avant de commencer par le cinéma, il a vraiment commencé par le théâtre. Et il a vraiment fait ses marques en tant que metteur en scène là-bas. Il a été même directeur adjoint à la Royal Court Theatre Company en 1985. Il a été récompensé de multiples prix pour ses travaux sur le théâtre. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le cinéma. Et après avoir fait plusieurs téléfilms anglais qui sont quand même fait remarquer, il s'est lancé dans une trilogie qui s'appelle la Bag of Money, donc le sac d'argent, avec 3 films. Donc le premier, c'est Petit meurtre entre amis, qui ne s'appelle pas du tout comme ça en VO, s'appelle Shallow Grave. Je ne sais pas pourquoi du coup. Il a dit qu'en France, d'ailleurs le film avait particulièrement bien marché en France. Il a dit que c'était très normal parce qu'en France on aime bien les petits meurtres entre amis. Ouais, mais ça a typiquement un peu l'humour de personnages détestables. Détestables qui vont se bouffer entre eux pour de l'argent. Ça va typiquement bien avec notre cinéma sur fond d'humour anglais et avec de très très bonnes découvertes, puisqu'on a Ewan McGregor, on a Christopher Eccleston, qui c'est que j'oublie d'autres, à chaque fois l'actrice là Kerry Fox. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois qu'en fait tu vois des seconds rôles qui sont devenus assez importants, des personnes assez importantes, moi je suis resté un petit peu sur ma faim sur celui-là, sympathique mais sans plus, j'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé quand même qu'il était assez amusant. Là où j'étais un peu déçu, alors quand même que, comme tu viens de dire, il y a quand même pas mal d'acteurs qui après par la suite vont devenir très très bons. Sur la fin, le jeu est pas terrible. On sent que c'est les débuts. Ewan McGregor, il est en surjeu terrible. Ah ouais, sur la fin. En fait, il n'arrive pas encore à cette époque-là à jouer le mec qui devient fou. Il y a un côté un peu caricatural aussi dans ce film. Ils se prennent pas trop au sérieux non plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est pas un film. Alors c'est un film trash, comme les affectionne tout particulièrement, j'ai l'impression, ce réalisateur. Mais là, pour le coup, il y a un petit côté enlevé, un peu plus léger, côté british, effectivement. Qui donne un petit côté plus comique, malgré que ça soit quand même assez trash. Mais c'est amusant. Franchement, c'est amusant. C'est à regarder. C'est de l'humour noir. C'est court. En plus, ça le mérite vraiment d'être court et d'être très efficace. Ça va droit au but. Donc, franchement, pour un premier film, c'est assez... c'est très prometteur. C'est très prometteur. Alors là, le deuxième, Trainspotting. Moi que j'affectionne particulièrement. Oui. Moi aussi. Alors, je l'ai pas vu en entier. Moi, j'ai vu des extraits, mais je le connais pas en entier. Moi, je l'ai vu par contre, bon paquet de fois. Beaucoup plus dur. Il s'interroge beaucoup en fait sur cette génération de jeunes. Je pense qu'en plus en Angleterre et tout ça, qui plus est. Alors, il est très attaché à l'Écosse. J'ai remarqué dans beaucoup de ses films, alors qu'il est anglais. Bref, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cette jeunesse abandonnée, paumée, en fait, qui s'est réfugiée dans la drogue. Le fameux No Future. Mais en fait, il a lui-même personnellement vécu ce genre de situation parce qu'il était dans un milieu social assez défavorisé, je crois. Mais c'est très punk en plus. Enfin, il y a un côté très intéressant. Moi, je trouve que le film fonctionne vraiment bien. Puis il y a encore ce côté avide. On avait relevé des thématiques hier. L'ironie. Il y a beaucoup d'ironie. Il y a moins d'ironie dans celui-ci, je trouve, dans Trainspotting. Même si l'ironie pourrait être en quelque sorte de. En fait, l'ironie se trouve dans la suite, je trouve.
Oui, mais en soi aussi dans la mise en scène, parce que ces personnages-là auraient vite tendance à être montrés de manière misérabiliste dans un film classique, alors que lui, il les montre vraiment à leur hauteur, en fait. Il y a la résilience, voilà ce que je parlais hier avec, on en débattait déjà ensemble. Et oui, je trouve qu'en fait, il y a un côté, on retrouvera ça au fur et à mesure. Pour Trainspotting, c'est pareil, la résilience arrive plutôt sur le deuxième. Et tout ce qui est marginaux aussi, ce genre de choses. Totalement. Et puis la mise en scène de Trainspotting avec ces jeux d'angle pour créer des grandes pièces, alors qu'on est vraiment dans quelque chose d'exigu. Le moment où il rentre, quand il fait son overdose, qui rentre dans le tapis, et en fait, le cadre, il y a les bords il y a les bords du tapis jusqu'à ce qu'il soit secouru. Ouais. En fait, et puis il a Danny Boyle, ça on retrouvera un peu dans toute sa filmographie. Il aime ses personnages, il les juge pas, quoi. Non, c'est vrai. Il les accompagne vraiment tout le long. Et Trainspotting, c'est vrai attention, on peut mettre entre toutes les mains parce que il y a une scène très 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 choquante. Oui, surtout parce qu'en fait, tiens, ma femme, j'étais à regarder le film. Et elle s'assoit, j'ai mis pause, elle me dit pourquoi tu mets pause, j'ai dit non, je peux pas là. La scène qui va arriver, tu peux pas. Ouais, j'ai dit tu peux pas. Enfin bon, on va l'appeler Colombo, Guillaume, ma femme. Mais c'est vrai. J'en parlais, ma femme. Mais parce que je le regardais cette semaine, justement. Et par contre, tu es le seul Guillaume, peut-être que tu l'as vu, Vincent, mais je n'ai pas vu le troisième film de la trilogie. Bag of Money, qui est Une vie moins ordinaire. Alors, c'est excellent. Il est difficile à trouver. Alors, j'ai trouvé via des moyens. Un oncle américain. Voilà. Alors non, c'est un oncle qui vient de l'Est. Ah. Mais bon, bref. Et en fait, c'est avec Ewan McGregor et Cameron Diaz. En fait, c'est des anges qui sont envoyés par l'ange Gabriel parce qu'en fait, il y a un problème qui se passe, c'est que les couples ne font que divorcer. Alors eux, ils sont envoyés pour envoyer. En fait, il faut que deux personnes se rencontrent et tombent amoureux et se marient. Et en gros, ça tombe sur Ewan McGregor qui est un employé de bureau qui se fait virer et Cameron Diaz qui est la fille d'un riche PDG où travaille justement Ewan McGregor. Et bon, ils vont se retrouver ensemble. Lui, il va enlever cette fille-là. Enfin bon, vrai, c'est hyper loufoque. Mais dis-moi, la comédie Angers Compagnie qui a été sortie il y a 2 mois, ils s'en étaient quand même pas un peu grandement inspirés. Moi non plus, mais fait penser à ça. Ouais. Maintenant que tu le dis, oui. Mais alors, en fait, il y a le côté petit meurtre entre amis. Oui, c'est petit meurtre entre amis. Mais avec justement la case plus maîtrisée. Ewan McGregor est sympathique, tu vois. Il a un côté un peu excentrique et tout ça, mais qui fonctionne là cette fois. Et par contre, ça m'a fait dire à quel moment Cameron Diaz, elle a arrêté de bien jouer. Parce que là-dedans, elle est vraiment bien. Hein. Eh bien, réponse dans quelques semaines quand on fera un focus sur Cameron Diaz. Ah non, mais vraiment, il y a un moment, elle a abandonné. Je pense, ouais. Parce que là, elle est saisissante. Et c'est ironique, enfin, c'est plein d'humour, enfin, c'est à la fois un peu débile, mais il y a un beau message sur l'amour à la fin, vraiment, je vous le conseille. Enfin, vous le trouverez pas, enfin, même en VOD, mais si vous avez l'occasion, je sais pas, de le trouver en DVD pas cher ou un truc comme ça, faut vraiment le voir, il est vraiment très bien. C'est un film sous-estimé, je trouve. Et Danny Boyle a refusé de tourner Alien, la résurrection pour faire ce Je suis pas certain qu'il va te plaire. Mais tu m'avais dit que ça allait me parler. Ça va être le message de fin, mais tout le film, je sais pas s'il va te plaire. Mais on verra. Il était pressenti pour jouer, enfin pour tourner ça. Alien, la résurrection, avant qu'il soit du coup délivré par Jean-Pierre Jeunet. Oui, Cocorico quand même. Et tout à fait. On va avancer parce qu'après Danny Boyle se lance avec la plage. Avec la plage, c'est la première apparition du côté d'Hollywood avec là du coup Leonardo DiCaprio en rôle principal. Ils ont squeezé en fait Ewan McGregor. Cocorico, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen. Voilà. Pour un film que moi j'aime bien. En fait, c'est la fin qui est foirée. Alors la fin me dérange pas, il y a une séquence au milieu, je trouve une séquence jeu vidéo que je trouve qui est un peu... Ouais, ça me dérange pas, tu vois. Mise en scène, ça marche. La fin est foirée, tu veux dire, au terme du message? En fait, c'est une adaptation d'un roman d'Alex Garland qui est un de ses collaborateurs, qui deviendra un de ses collaborateurs, et ça me fait le même effet qu'en fait, dans tous ses films. On a un bon concept et une fin qui est toujours foirée. Voilà. Sauf pour le film Civil War de oui, mais par exemple, ça, je vois typiquement, c'est du 100% Garland. Et ça m'énerve. J'ai beaucoup de mal avec ce gars. Il maîtrise pas la finalité. Il y en a beaucoup qui aiment, moi je n'aime pas du tout. Tu l'avais vu la plage? Oui, non. Pareil, j'ai vu des extraits. Virginie Ledoyen, je le connais pas. Et Guillaume Canet, bon, de piètre mémoire. On a tellement parlé que effectivement je connais, mais. Alors, par contre, le film qui arrive après, 28 jours plus tard. Là, oui, ça c'était un choc. Là, c'est l'électrochoc. Le retour en Grande-Bretagne pour Danny Boyle, puisque la plage a moyennement marché. Marcheté. Et là, du coup, il délivre un film très choc, surprenant quand même
dans sa réalisation, parce que pour arriver à filmer les rues de Londres, sans personne. Alors, il tournait les dimanches matins. Il tournait les dimanches matins entre ils avaient 2 heures, quoi. D'ailleurs, il avait dit, il aurait dû tourner pendant le Covid, ça aurait été tellement plus simple. D'où l'utilisation des caméras DV qui permettait en fait une mise en place rapide et efficace, qui donne ce style presque amateur à l'image, quoi. Amateur, mais aussi très documentaire. C'est ça. Et vraiment, on est dedans. Puis on est happé. le jeu de Cillian Murphy, extraordinaire. Et c'est le début où on te met aussi que la menace n'est pas uniquement les infectés. C'est aussi les hommes. Oui, voilà, mais ça, je trouvais qu'on l'avait pas tellement avant et qu'on l'a eu beaucoup plus. On suit pas à pas sans avoir vraiment le concept. Bon, on le connaît, mais le concept immédiatement. Mais il est dévoilé au fur et à mesure. Voilà, il est vraiment dévoilé au fur et à mesure. En plus, ils sont hard, ces zombies. Ah ouais. Ils courent. Non, une goutte, tu te transformes. C'est flippant. Non, c'est vrai que c'est flippant. Moi, Non, c'est très, très, très oppressant. Ça donnera lieu à une suite, 28 semaines plus tard, que Danny Boyle réalisera seulement la scène d'intro extraordinaire. Ouais, elle est même encore mieux. Enfin, vraiment, il aurait pu faire ce film, mais il y a un autre style qui fonctionne bien. Ce film est bien. Pas mal. Je ne connais pas, par contre. Ah ben, il est à voir. Il est, si ce n'est égal, enfin, différent. Quasi égal. Oui, alors. Si c'est pour voir le même style de film. Ah non, c'est vraiment la suite. Ouais. C'est qu'en fait, ils ont réussi à éradiquer tous les infectés d'Angleterre, et c'est là où les gens reviennent. D'accord. Sous la houlette des Américains. Attention, c'est important de préciser. Et puis ensuite, il y a un nouveau film en 2004 pour Danny Boyle, Million, alors que je n'ai pas vu, que j'ai lu des extraits du bouquin de base. J'ai prévu de le rattraper cette semaine. En fait, c'est 2 enfants qui se retrouvent avec un sac d'argent. Et autant il y en a un qui va tomber dans le capitalisme, autant l'autre va vouloir utiliser cet argent pour aider les démunis. Donc il y a une critique de la société clairement via ce film. Sunshine en 2007 est un film très très marquant pour le grand public. On retrouve Cillian Murphy. C'est vrai que je le revois parce que j'avais trouvé le film super, mais la fin foirée. Eh ben exactement. Moi j'ai trouvé ça pareil. C'est-à-dire que le film est magnifique. Il y a des plans sur le soleil, puisque souvenez-vous, c'est vraiment une histoire de spationautes qui ils vont réactiver le soleil. Voilà. En fait. D'accord. Mais ils doivent retrouver d'abord la première expédition. Et devine par qui c'est écrit. Alex Garland est un mauvais. Forcément. Et ils doivent retrouver la première expédition qui avait échoué à réactiver le soleil. Et c'est vrai qu'Alex Garland a du mal sur les fins. 28 ans plus tard, attention, c'était... 28 jours plus tard, oui, mais c'était pas l'original. Elle a été modifiée au dernier moment. Attention. Alex Garland ne finit pas tes livres. Non, moi j'ai vraiment, vous voyez, c'est viscéral, quoi. Et par contre, le film sera un échec commercial, mais Danny Boyle reprendra du poil de la bête avec son prochain film Slumdog Millionnaire, sorti en 2009, fin 2008. Très très bon. Et Oscar 2009, Oscar du meilleur film. C'est vraiment très bon. Tu l'as vu? Je l'ai vu cette semaine là. Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur. Enfin voilà, non, je t'ai plus à quoi répondre, c'était extraordinaire. Ouais, et puis c'est enlevé, c'est prenant, on suit pas à pas le destin de ces personnages là, et on se dit comment ça va se terminer. Vraiment jusqu'au dernier moment, on se dit non, c'est pas possible, ils vont jamais arriver à s'en sortir. Et puis bon, voilà. Franchement, pour moi, c'est mon puis avec des petits côtés, puisque c'est en Inde que ça se passe, donc il y a tout le folklore indien qui va bien avec et qui est bien rapporté, je trouve d'ailleurs. Parce que si on regarde d'un point de vue un peu étranger ce film, sans savoir ça donne pas envie d'y aller. Non, en Inde, tu veux dire? Oui. Non, mais d'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que on se doute pas que c'est un réalisateur anglais, quoi, qui a tourné ce film. On a un petit côté, on se dit, c'est peut-être un réalisateur indien. Et à la fois, c'est beaucoup du Danny Boyle. Il y a tout son style. Par contre, son style est là. Avec le montage qui joue en plus le montage, la manière de décadrer tout le temps. Enfin, il aime bien aller jusqu'aux extrêmes des situations, je trouve. Donc le côté trash, le côté un peu terrible qui arrive au personnage. Mais il s'attache vraiment au fond des sensations et des ressentis des personnages et de
la réaction quoi des personnages, et ça c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a un gimmick qu'il aime bien faire, qui se retrouvera dans le prochain 127 heures, c'est-à-dire de te montrer une scène que tu penses que le personnage vient de faire, et en fait on revient en arrière, en fait le personnage ne l'a pas vécu. Oui, dans 127 heures, justement, son film suivant, c'est ce qui se passe à un moment quand il voit l'eau arriver et se croit sauvé, en fait pas du tout. Oui. Et dans Slumdog Millionnaire, c'est le personnage d'Dev Patel qui court et pousse un personnage en particulier, il tombe d'un immeuble, et en fait cette scène n'a pas lieu. Mais scène magnifique, le plan où il tombe, voilà, bref. Mais 127 heures, extraordinaire aussi. Moi, je l'ai découvert hier soir. Je l'ai pas vu. Ah, c'est à voir, vraiment. C'est très hard. C'est sur la résilience. C'est sur la résilience, encore une fois. Mais moi, je trouve que, en fait, pour l'avoir revu, c'est pas si hard, mais il y a un mix entre le son et tout ça qui fait que, je sais pas, ça fonctionne. Et l'acteur joue merveilleusement bien, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est un de ses meilleurs rôles. De concert, bravo, félicitations. Mais le film dure 1h30, je crois, à peu près. 1h30. Et il se tient parfaitement. Non, c'est vraiment. Moi, j'avais hésité. Quand c'était sorti, j'avais vu la bande-annonce. Je trouvais ça un peu limite. Je me dis, c'est un peu minimaliste comme sujet. Ça l'est. Mais c'est efficace. Voilà, c'est un bel exemple de combativité, de résilience. Et qui a eu plusieurs nominations aux Oscars. Ensuite, il revient en 2013 avec Trance. C'est toi qui l'as vu. Avec James McAvoy, Rosario Dawson et Vincent Cassel. Je l'ai découvert hier soir. Donc, qui est on dirait un film de Woody Allen, mais pris au premier degré, parce qu'en fait, c'est un film de braquage où il faut que le braqueur utilise de l'hypnose pour se souvenir où est-ce qu'il a mis le tableau qu'il a volé. Parce que il s'est cogné la tête et du coup il se souvient plus où il est. Et donc voilà. Donc ça ressemble comme le début d'une comédie. Et en fait, par contre, mais c'est un peu le problème du film, c'est qu'il y a révélation sur révélation sur révélation sur révélation. Au bout d'un moment, on finit par dire, en fait, je ne crois plus à ce que me dit le film, puisqu'on va me dire dans 5 minutes que ça n'existe pas. Et fort heureusement, malgré ce petit aspect qui peut paraître lassant, il y a une belle révélation finale où là on dit, ok, ça j'avais pas vu venir, c'est cool. Mon programme de ce soir. Franchement, je conseille, si vous voulez découvrir l'entièreté du talent de Rosario Dawson, vous allez pouvoir voir l'entièreté de son talent. Je pèse mes mots. T'avais pas vu Alexandre encore? Si, mais là, je pèse l'entièreté. Voilà. Pour vraiment. On a compris. Et Vincent Cassel, plutôt convaincant. James McAvoy, il est un peu tout le temps dans le même type de rôle. C'est pas sa bonne époque, 2013 ans. Enfin, c'est les débuts. Mais Vincent Cassel, plutôt bien. Et puis, il y a du Moby en chanson. Ça se laisse bien écouter. Ensuite, on va aller très rapidement sur les derniers films. Un film un film biographique sur Steve Jobs, écrit par Aaron Sorkin. C'est peut-être pour ça que j'adore ce film. Parce qu'il était prévu pour Fincher et compagnie. J'avais été déçu. Il faudrait que je le revoie parce que les périodes abordées ne me plaisaient pas spécialement. Et là, par contre, l'ironie du personnage, c'est que ça parle de quelqu'un qui a poussé les hommes à se connecter, que ce soit par le téléphone, par l'iPod, par l'ordinateur, et il est incapable de se connecter avec sa propre fille. C'est l'histoire. Il refuse en plus parce que c'est en plus. Il n'a jamais reconnu. Alors si, il l'a reconnu à la fin. Ah, il l'a reconnu à la fin. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que le film doit l'évoquer parce que Steve Jobs était déjà décédé. Donc je pense qu'ils doivent l'évoquer que. Peut-être, je ne me rappelle plus. Mais très bonne prestation de Fassbender et Kate Winslet. Ensuite, il revient avec la suite de Trainspotting. Adapté du livre qui s'appelle Porno, mais il s'en détache pas mal. Et moi j'avais adoré cette suite. J'ai bien aimé. Moi j'avais trouvé très pertinente. Je trouvais en fait que c'était pertinent de retrouver ces personnages. C'était 20 ans après, toujours aussi paumés. En fait, il y en a qui ont essayé d'évoluer puis ils se retrouvent tous au même endroit. Enfin, teinté d'ironie, justement. Et vraiment une suite 20 ans plus tard qui fonctionne très bien. Un petit côté Full Monty aussi, je trouve. Oui, un petit peu, oui. Franchement, c'est une très bonne suite. C'est qui a réalisé Full Monty? Rappelez-moi, je sais plus. Si, vous me l'avez dit la semaine dernière. Ken Loach je crois que c'est Ken Loach. Oui, t'as raison. Parce que c'est une des inspirations premières de notre ami Boy, justement, parce que je pensais qu'il y avait un peu de De Palma. C'est Peter Cataneo. Oh putain, tant pas lui. Mais c'est inspiré de. On voit que c'est un peu inspiré de Ken Loach. Bon. Voilà.
Et puis, pour finir, alors qu'il n'a pas pu réaliser le 25e film de la saga James Bond, il a été viré pour finalement faire Mourir peut attendre. Il avait prévu un film vraiment très particulier, très indépendant, où la séquence d'introduction était en Inde pendant un concert de Human Bomb. Voilà. Les cascadeurs avaient dit, j'ai pu les rencontrer, ils ont dit que ça aurait été extraordinaire. Mais on n'a pas su ce film-là. Et puis après, il est revenu avec Yesterday. Un petit film sympathique. Ah ouais, j'aime bien, moi. C'est plus gentil. J'avais bien aimé. Un film Richard Curtis, qui est celui qui écrit. C'est vrai. Qui a fait Notting Hill, qui a fait 4 Magiens d'enterrement, qu'un film Danny Boyle. Mais c'est un film sympathique. C'est une belle comédie et puis c'est original. Moi, je trouve ça très original. Ah oui. Ça donnait très original, je sais pas. Enfin, le thème peut-être, mais c'est un peu vu 50 fois. Moi, j'avais pas vu ce. Ah bah, ça peut être un côté. Oui, non, parce que c'est un côté Jean-Philippe. C'est plus la fin qui est surprenante. Qui avait le premier d'ailleurs Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui, bien avant. Non, mais bon, c'est un thème qui se laisse bien voir. Oui, non, mais après, ça fait réécouter des musiques des Beatles, c'est sympa. Ah ouais, complètement. C'est à revoir. Mais par contre, là, 28 ans plus tard, là, on l'attend. Il y a mon actrice fétiche du moment. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Premier volet d'une nouvelle trilogie. Le deuxième film est déjà tourné et réalisé par Nia DaCosta. Et si ce 28 ans plus tard fonctionne, eh bien, Danny Boyle signera le dernier volet qu'il va réaliser et qui marquera le retour de Cillian Murphy. Et comme je t'ai dit, très bonne idée pour le premier. Le reste, moi, j'en serais resté à un troisième terminé, on n'en parle plus. Mais bon. Ah, on verra. Et écoutez, qui vivra verra. On va s'arrêter là du coup sur cette émission. On va en parler en long, en large et en travers de la carrière de Danny Boyle, un réalisateur que nous apprécions beaucoup. Côté programmation à la radio demain, eh bien si je me souviens bien, il y a l'émission le jeu du mouvement. Non, il y a l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h et l'émission Eurohit présentée par Sébastien de 20h à 21h. Et nous, on va se quitter, vu que Danny Boyle était anglais, on va se quitter avec The Clash, London Calling, qui est la chanson cliché que vous écoutez dans tous les films qui se passent à Londres. On se quitte là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée. Bye.